Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur cette formation proposée par M2I Formation. Nous allons passer ensemble un excellent moment autour d'un webinaire qui a pour nom le digital à la mémoire longue. Je m'appelle donc Grégory Delpouille et c'est moi que vous allez écouter pendant 30 minutes et puis nous allons échanger après par le biais de questions que vous pourrez me poser pendant 15 minutes. Donc un webinaire, vous l'avez compris, qui va durer environ 15 minutes. Donc à nouveau, bienvenue à vous toutes et à vous tous. C'est parti, le digital à la mémoire longue. Réputation, cyberharcèlement, droit à l'image, nos enfants sont aussi concernés. Évidemment, nous, en qualité d'adultes, en qualité de parents, nous sommes aussi responsables de l'irréputation, de l'éventuel cyberharcèlement de nos enfants et du droit à l'image. En tout cas, 3 sujets que nous allons aborder ensemble aujourd'hui. Nous allons commencer par des chiffres. Les chiffres, 40% des élèves se disent victimes de ces agressions de cyberharcèlement. 40% des élèves se disent victimes de ces agressions. Presque un élève sur deux, si nous restons dans le cadre scolaire, bien évidemment. Donc, école primaire, collège, lycée. On pourrait même aller au-delà, après, avec des études supérieures. Presque un enfant sur deux. Alors, cette formation, le digital à la mémoire longue, n'a pas vocation évidemment à être anxiogène, mais on va évoquer différents sujets. Et là, vous voyez un mot fort, victime, des mots forts, victime et agression. Donc, on va mettre un bémol évidemment à ces mots-là. Mais ce qui va être vécu par les uns ou les unes comme une agression ne va pas être forcément vécu par toutes et par tous. Mais en tout cas, il y a ce sentiment. C'est un sentiment à ne pas négliger, à considérer. Aussi bien vous, les enfants, les ados qui nous écoutez, si vous vous considérez comme victime, eh bien, c'est que vous en êtes une. On va parler aussi de la notion de culpabilité. Et puis, c'est aussi à bien prendre en compte à nous, en qualité de parents, en qualité d'adultes. Donc, 40% des élèves se disent victimes de ces agressions, 20,3% le sont par le SMS, soit un élève sur 5. Évidemment, les enfants sont maintenant nombreuses et nombreux à avoir un smartphone, généralement à partir de la 6e, à partir de l'entrée au collège, ou plus tard. On verra ce qui est bien ou moins bien de toute façon quant à l'âge. Mais en tout cas, le SMS reste évidemment le support privilégié pour les agresseurs. Agresseurs qui n'ont pas forcément ni vocation à l'être, qui ne sont pas forcément des délinquants, loin de là, et qui n'ont pas le sentiment d'être des agresseurs. Les chiffres toujours, 13,9% des agressions se font par le biais d'appels téléphoniques, récurrents, incessants ou pas. Un seul appel téléphonique peut devenir justement anxiogène. Tout dépend des propos qui ont été relatés et à nouveau de la sensibilité de chacune et chacun. 12,1% se fait par l'usurpation d'identité. Usurpation d'identité, c'est effectivement le fait de se faire passer par quelqu'un d'autre ou de nous voler notre identité. Donc on va être agressé parce que notre interlocuteur va se faire passer, par exemple, va se faire passer pour un gendarme, pour un policier, par quelqu'un de la direction de l'établissement dans lequel l'enfant est scolarisé. En tout cas, l'usurpation d'identité, il faut être vigilant, évidemment, par rapport à ça. Et puis, on y reviendra notamment sur le cyberharcèlement. On peut se faire voler notre propre identité. Et enfin, 11,6% des élèves agressés le sont par l'exclusion d'un groupe social en ligne par souci ou sur les chats. Donc,
L'exclusion d'un groupe social, en ligne ou autre, de toute façon, à un âge enfant ou adolescent, on a un grand besoin de se sentir accepté, on a un grand besoin de groupe. Là, à nouveau, il ne faut pas négliger cette approche, il faut être attentif à ce que nous disent nos enfants, nos ados sur le sujet. L'exclusion d'un groupe social, peut être vécue de façon traumatisante, car il y a exclusion à un âge où on a besoin de faire partie d'un groupe. On a toujours besoin de faire partie d'un groupe d'ailleurs, adulte aussi, mais on est encore plus sensible à ce sujet en étant enfant, adolescent, on a forcément un petit peu moins de recul. Ce que l'on va retenir, c'est que le téléphone portable, le smartphone, reste le moyen privilégié de ces agressions. Évidemment, nous allons évoquer la responsabilité des parents. Les parents ont tendance à considérer les technologies numériques comme le domaine réservé de leurs enfants, qui auraient davantage d'habilités et de compétences au détriment des risques qu'elles engendrent. Évidemment, en qualité de parents, on voit bien que nos enfants sont plus doués que nous avec les applications pour télécharger quelque chose, pour aller dans les paramètres, ce qui nous prendrait parfois une dizaine de minutes. Les enfants, eux, ne prendraient que quelques secondes à peine à le mettre en place. Donc, ils ont davantage d'habilités et de compétences. Mais par contre, sont-ils vraiment conscients des risques qui sont encourus? Rien n'est moins sûr, bien évidemment, notamment les règles de bon sens, les principes de précaution, le respect de soi et le respect des autres. Tout ça est lié aussi à l'insouciance de l'âge. Donc il faut être bienveillant, vis-à-vis de nos enfants et des adolescents sur le sujet, et comprendre que toutes ces règles qui nous semblent être des règles de bon sens, eh bien, viennent aussi avec la maturité. Hem et le respect de soi, le respect des autres, il est perçu de différentes façons selon les individus et on ne néglige pas non plus l'effet de groupe pour les éventuels harceleurs. Qui à nouveau, je le répète, hein, on peut devenir harceleur, hem, non pas aisément, mais ne voyez pas un profil forcément de délinquant. Chers enfants, chers adolescents, si vous nous écoutez, heu, vous pouvez, vous, être qualifiés de harceleur, pas uniquement de victime. Il faut aussi en avoir conscience de ça. L'effet de groupe joue beaucoup, évidemment. Ce sentiment d'être nombreux, ce sentiment d'impunité, ce sentiment de puissance que l'on peut avoir vis-à-vis d'une ou d'un individu. Donc soyons vraiment vigilants, chers enfants, chers ados, chers parents, vis-à-vis de notre responsabilité et soyons bienveillants, vis-à-vis de, excusez-moi le terme, l'immaturité de nos enfants et de nos ados. N'oublions pas que nous aussi, nous sommes passés par là. Et parfois, nous sommes nous aussi restés immatures sur certains sujets, et notamment sur les réseaux sociaux. La e-réputation. Qu'est-ce que la e-réputation? La e-réputation, ben, c'est tout simplement la réputation que l'on a sur le web, sur internet. Le petit E, prononcé I, veut dire internet. La définition, c'est l'image que nous véhiculons aux internautes par le biais des contenus que nous publions sur internet, des contenus que nous publions ou que nous partageons. C'est ça l'irréputation. Les internautes se font une opinion de nous par les informations que l'on trouve à notre sujet sur différents canaux. Les moteurs de recherche, les réseaux sociaux, les blogs, les groupes, les vidéos, par exemple. Internet est très riche et Internet, souvenez-vous, a de la mémoire. Le digital a la mémoire longue, c'est le sujet du jour. Donc, ce que vous écrivez là, tout de suite, maintenant, pourra avoir des conséquences à l'avenir. Et est-ce qu'on en a conscience au moment où on publie quelque chose? Pas forcément. Et puis, l'image que l'on véhicule, c'est aussi la perception de chacun.
Est-ce que nous sommes lucides, nous, sur l'image que nous diffusons de nous-mêmes? Même adultes, c'est peu probable. Il y a l'image que l'on a de soi-même, l'image que l'on reflète à nos proches et puis l'image que l'on va, refléter vis-à-vis du grand public et vis-à-vis de différents interlocuteurs qui ne nous connaissent pas et que l'on ne connaît pas forcément. Vous enfant, adolescent, il est peu probable que vous travailliez à l'heure actuelle, que vous ayez un emploi. Il n'empêche que vous allez chercher un stage. Ça, c'est fort probable. Déjà, si vous êtes collégien, votre stage de troisième, et puis aussi, à l'avenir, un stage dans le cadre de vos études. Eh bien, votre e-réputation va jouer. Pour quelle raison? Eh bien, sachez que, par exemple, pour ma part, je travaille pour une agence de communication, une agence événementielle, aussi pour un centre de formation, et nous sommes très sollicités pour des demandes de stage. Eh bien, qu'est-ce que l'on fait quand on a une demande de stage susceptible de nous intéresser? On Googleise. Hein, on va sur le moteur de recherche le plus fréquenté au monde, vous l'avez compris, Google. On tape le prénom et le nom de celle ou de celui qui veut venir en stage chez nous, donc Jean Dupont, Paris, et on va chercher des informations sur le sujet. Alors c'est vrai que l'anonymat, c'est plus facile quand on habite Paris et qu'on s'appelle Jean Dupont que quand on a un prénom et un nom un peu plus original. Grégory Delpouille, par exemple, mon prénom et mon nom, il n'y en a qu'un. Certains diront tant mieux, ce que je peux comprendre aussi. Eh bien, on nous retrouvera plus facilement. Donc, quand vous allez chercher un stage, un job d'été ou un emploi, sachez que les recruteuses, les recruteurs iront googliser, iront chercher votre identité. Et si ils découvrent des photos, des vidéos, des documents que vous avez ou écrits ou partagés et qui ne reflètent pas votre personnalité, eh bien forcément, ça peut compromettre vos chances de trouver un stage ou plus tard un emploi. Le digital a la mémoire longue, souvenez-vous. Plusieurs années après, on pourra retrouver des traces de choses que vous n'assumerez pas forcément à l'avenir. Alors évidemment, un recruteur, il est aussi bienveillant, il sait l'âge que vous avez, il sait l'âge que vous aviez lorsque vous avez posté ces photos, ces vidéos qui peuvent être compromettantes pour vous, mais il n'empêche, on n'aura pas toujours le recul. Puis n'oubliez pas que nous sommes très sollicités pour des demandes en stage et plus tard pour des demandes d'emploi. Donc soyons vigilants tôt, et c'est aussi à nous, en qualité de parents, en qualité d'adultes, de vous accompagner sur le sujet. À nouveau, sans tomber dans la paranoïa. Donc ce que vous assumez maintenant, est-ce que vous l'assumerez plus tard? Là est la question. Les réputations se constituent par des avis critiques ou élogieux. Ben, oui, à partir du moment où on s'affiche, où on publie, on peut avoir des avis critiques ou des avis élogieux. Il faut aussi savoir l'accepter. À partir du moment où on s'expose, il faut s'attendre à avoir des retours. Si ces retours sont constructifs, vous paraissent constructifs, vous allez pouvoir mieux les accepter. Si ils vous paraissent peu constructifs ou carrément mensongers, on va évoquer la diffamation, vous allez vivre évidemment beaucoup moins bien. Car l'irréputation, ça se constitue aussi par des relais d'actualité positifs ou négatifs, qui vont paraître positives ou négatives selon l'interlocuteur. On n'est pas réellement objectif, on est plutôt subjectif sur ce sujet. Qu'est-ce qui est positif, qu'est-ce qui est négatif? Tout dépend de la perception de chacune et de chacun. C'est l'irréputation en tout cas. Et évidemment, l'irréputation, c'est ce qui est le plus violent pour nous, c'est l'attaque par des tiers, de la diffamation, du dénigrement, de la calomnie. Ça, forcément, c'est difficile à vivre. Donc, si vous avez ce sentiment, chers enfants, chers ados, chers jeunes adultes, parlez-en. Parlez-en, parlez-en à vos plus proches et puis on va voir à qui. Mais
ne répondez pas sur l'instant. On aura l'opportunité de revenir sur le sujet. Le second sujet que nous allons évoquer après l'irréputation, c'est un peu en lien, c'est le cyberharcèlement. Cependant, on peut avoir une très bonne réputation, être harcelé. Qu'est-ce que la définition que le cyberharcèlement? C'est l'humiliation, l'intimidation intentionnelle et agressive par un ou plusieurs individus au moyen des nouvelles technologies de communication. Évoquons les téléphones portables, bien évidemment, les messageries instantanées, les chats, les jeux en ligne, les réseaux sociaux, les sites de partage de photographies. Donc, le cyberharcèlement, vous voyez, ce sont des mots forts. C'est l'humiliation, l'intimidation intentionnelle et agressive. Donc, certes, on ne souhaite pas être une victime, ne devenons pas non plus harceleuse ou harceleur. On peut vite basculer du côté du harcèlement parce qu'on n'a pas le sentiment d'harceler. On se dit mais non, c'était pour rigoler, on voulait pas de mal. Oui, mais de quelle façon le perçoit hein, la victime? D'ailleurs, vous n'avez pas forcément la sensation que votre interlocuteur est une victime. Et pourtant, elle se sent victime. Donc, si vous vous sentez victime, il faut vraiment le dire, en parler à votre entourage le plus proche. On va avoir l'opportunité d'évoquer le sujet. Humiliation, intimidation intentionnelle et agressive par un ou plusieurs individus au moyen des nouvelles technologies de communication. C'est la définition. Le cyberharcèlement se constitue par des intimidations, des insultes, des moqueries ou des menaces en ligne. Mis bout à bout, on va pouvoir percevoir une certaine violence. On n'a pas envie que ça nous arrive. Et pourtant, ça peut nous arriver. Le cyberharcèlement se constitue aussi par la propagation de rumeurs, par le piratage de comptes, l'usurpation d'identité digitale, la création d'un sujet de discussion, d'un groupe ou d'une page sur un réseau social à l'encontre d'un camarade de classe. Oui, ça existe, ça arrive. Et il y a des harceleuses, des harceleurs qui créent vraiment une page Facebook pour quelqu'un en particulier. Et là, ça peut être un déchaînement réel. Donc, soyons à nouveau vigilants par rapport à ce sujet. Le cyberharcèlement, c'est aussi la publication d'une photo ou d'une vidéo de la victime en mauvaise posture. Qu'est-ce qu'une mauvaise posture? Ben là aussi, c'est subjectif, n'est pas forcément objectif. Ce que vous allez considérer comme être une mauvaise posture ne va pas forcément être vu de cette façon. À nouveau, ben, je pensais pas à mal, je pensais pas que ça allait te toucher. Eh bien, quand on publie quelque chose au sujet de quelqu'un d'autre, on est vigilant par rapport à ça. On est bienveillant, on réfléchit. La réflexion, c'est vraiment le mot que l'on doit avoir à l'esprit sur ce sujet d'irréputation, de ce cyberharcèlement. Ne réfléchissons pas uniquement avec nos émotions primaires. Donc, n'oublions pas que la publication d'une photo, d'une vidéo, elle reste, le digital a la mémoire longue. Vous connaissez l'adage, les paroles s'envolent, les écrits restent. Eh bien, les paroles s'envolent, les photos, les vidéos aussi restent. Alors, on a évidemment le droit de taquiner les copines et les copains, de chambrer, bien évidemment. Je vous invite à continuer à le faire. Ça m'arrive de le faire régulièrement. J'en souris et je me fais volontiers chambrer de mon côté. Mais il y a juste, vous voyez, une frontière à ne pas dépasser. Cette frontière, elle est minime. Elle dépend aussi de la sensibilité, de la susceptibilité de chacune et de chacun. Donc, agissons avec beaucoup de bienveillance. Le cyberharcèlement, c'est aussi le sexto. Le sexto, c'est la combinaison du mot sexe et du mot texto, SMS. Alors, il y a les photos, les vidéos aussi volées en lien avec le sexto. Le sexto, c'est le SMS coquin que vous allez envoyer à une ou un ami, à votre petit ami IE ou à votre petit ami I,
et accompagné parfois de vidéos ou de photos, où c'est juste un texte, et qui pourrait être mal perçu à juste titre par votre interlocutrice et votre interlocuteur, qui pourrait le vivre comme une agression. N'oubliez pas que ça peut en être une si c'est vous qui envoyez. Imaginez que ce sexto que vous envoyez n'est pas vécu comme une agression par votre interlocutrice, votre interlocuteur. Sachez que dans quelques semaines, dans quelques mois, quand vous aurez rompu, si c'est votre petite amie ou votre petite amie, pourra vous desservir. L'actualité chez les adultes nous le prouve. Il y a encore quelques jours, quelques semaines sur le sujet. Donc, on n'envoie pas de sexto, on n'envoie pas de photos, de vidéos compromettantes. On ne les diffuse pas si un jour quelqu'un vous en a envoyé. Soyons vraiment lucides sur le sujet, le digital a la mémoire longue. Donc même si ça peut vous faire sourire à l'instant T, c'est louable, c'est normal, on l'a dit, on le fait à tout âge, pensons aux résonances que ça peut avoir à l'avenir, donc réfléchissons. La réflexion est un mot important aujourd'hui, vous l'avez compris. Le harcèlement, le cyberharcèlement, des conséquences, évidemment, lesquelles? Le cyberharcèlement, ça reste du harcèlement au moyen des nouvelles technologies de communication et ça ne connaît aucune limite. Ça peut ne connaître aucune limite. Quand quelqu'un réagit dans l'émotion, ça peut partir très très vite. Partir très très vite, ça veut dire on peut diffuser sur la toile, sur le web, énormément d'informations. On l'a vu, de textes, de vidéos, de photos compromettantes ou pas d'ailleurs, simplement s'acharner sur quelqu'un. Donc, les limites peuvent être très très lointaines. Le harceleur peut rester anonyme, ce qui va être une montée d'angoisse chez la victime. Mais oui, forcément, le fait de ne pas savoir qui est celle ou celui qui vous harcèle, vous avez un peu un sentiment de paranoïa et vous devenez un peu parano, ou voire carrément parano. On a des exemples j'en ai un notamment en tête, un jeune garçon collégien qui avait fini par penser que c'était son grand frère qui le harcelait, alors qu'en fait non, son grand frère n'était pour rien. Bien au contraire, il cherchait à le protéger, mais bon, vous savez ce que sont les relations à l'adolescence entre 2 frères. Eh bien, je vous passe les conséquences, mais elles ont été graves, elles auraient pu l'être davantage. Les contenus peuvent demeurer en ligne même si le harcèlement cesse. Oui, le digital a la mémoire longue, à nouveau. La victime est fragilisée, isolée en permanence face à cette violence, ce qui joue sur son bien-être et sa santé mentale. À nouveau, hein, le but de ce moment que nous partageons ensemble, ce n'est pas d'être anxiogène, c'est juste de refléter la réalité. Donc, le web, ce sont d'excellents moments, ce sont principalement des bons moments, et ce sont aussi des moments plus difficiles. Celui-ci, l'isolement, grand sentiment de solitude. Pourquoi un enfant, un adolescent ou même un adulte ne va pas en parler de ce cyberharcèlement? Pour 2 raisons. Un sentiment de honte, dans un premier temps, un sentiment de culpabilité, qui ne sont pas légitimes. Sauf qu'on n'a pas le recul sur soi à l'instant T. Alors qu'il faut en parler. Je vous invite vraiment, si vous nous écoutez, chers enfants, chers ados, à en parler à vos parents, à vos professeurs, à vos copines, à vos copains les plus proches. Et si vous êtes la copine, le copain d'un plus proche de quelqu'un qui est harcelé, parlez-en à vos propres parents, aux parents de votre copine, de votre copain, aux professeurs. Vraiment, soyez acteurs, soyez actrices, soyez acteurs. Ce sentiment d'isolement, il est vraiment très profond. Et quelqu'un n'ira pas spontanément casser la barrière qui le sépare de la libération. La libération, c'est déjà en parler. D'accord? Rôle des adultes. Notre rôle, nous, vieux,
Les adultes ont la responsabilité de faire de la prévention, d'aider les victimes afin de lutter contre le cyberharcèlement. La moyenne d'âge concernant le début d'accès à internet chez l'enfant est aujourd'hui de 9 ans. C'est très tôt, 9 ans, et l'âge est en constante baisse. C'est très, très tôt, 9 ans. On est un enfant, on est un bébé quand on a 9 ans. Il est donc important que tous les adultes les accompagnent dans l'utilisation numérique. On doit vraiment les orienter, les guider. C'est tellement facile maintenant avec les tablettes d'être isolé dans sa chambre avec son smartphone, le smartphone de ses parents qu'on pique en cachette, etc. Eh bien, heu, soyons vraiment vigilants. Le rôle des adultes, donc, 60 ce sont par les parents, 43 les enseignants, 26 les pairs. Donc là, le milieu proche, on va dire. Le milieu associatif est aussi en lien. Hem, je vous invite à ne jamais minimiser ce que dit votre enfant, votre ado. Je vous invite, chers enfants, chers ados qui nous écoutez, à ne pas minimiser ce que vous ressentez, à l'exprimer pleinement. C'est important. Ça va être une clé, justement, pour se sortir de ce harcèlement. Libérez la parole, libérez-vous. Vous allez sans doute, malheureusement, mais c'est naturel, avoir, je l'ai dit, un sentiment de honte et de culpabilité. Eh bien, allez au-delà. D'accord? Et nous, en qualité d'adultes, en qualité de parents, on est là pour vous accompagner. Et l'éducation nationale a un numéro vert qui saura vous orienter, vous en qualité de parent, vous en qualité d'adulte. Nous allons maintenant évoquer un autre sujet, le droit à l'image. Qu'est-ce que le droit à l'image? C'est la définition du droit à l'image par lequel nous allons commencer. Le droit d'une personne à disposer de son image, le droit à la vie privée, et de s'opposer, sans accord écrit, à quelconque individu de pouvoir l'utiliser sauf cas exceptionnel. Effectivement, si le droit à l'image, une photo, une vidéo est prise de vous, vous avez le droit à la vie privée. Vous avez le droit de disposer de votre propre image. De quelle façon? Vous pouvez demander le retrait d'une image au responsable de sa diffusion et en cas de refus de celui-ci, saisir le juge ou la CNIL si l'image est en ligne. La CNIL, la Commission nationale informatique et liberté. Elle est très facilement accessible, la CNIL. Vous pouvez envoyer un mail, passer un coup de téléphone. Ces consultations sont gratuites et la CNIL saura vous orienter. En cas d'atteinte à la vie privée, vous pouvez porter plainte. Donc, si une image de vous circule, sachez que si vous n'avez pas signé d'autorisation, vous pouvez demander son retrait. L'utilisation d'une image, ce que l'on sait. Pour l'image d'une personne mineure, il faut impérativement, c'est obligatoire, l'accord des parents ou du responsable légal de l'enfant par écrit, et non pas à l'oral. Cela concerne également l'intranet et le journal d'école, par exemple. C'est un sujet sur lequel on est beaucoup sollicité. Est-ce que l'intranet, le journal de l'école, que c'est un journal local d'ailleurs, est-ce qu'il y a un droit à l'image? Oui, oui, oui. Et surtout, n'oublions pas, l'accord des parents est indispensable et il doit être précis. Quid de la prise de vue dans un lieu public? Votre autorisation ne sera nécessaire si vous êtes seul et reconnaissable. Si vous êtes dans la foule, à l'organisation d'un événement culturel, sportif, d'un carnaval, d'une kermesse, vous n'aurez pas forcément tous les leviers possibles. Mais par contre, si vous êtes seul, si vous êtes reconnaissable, si vous êtes au premier plan, effectivement, là, vous pourrez considérer qu'il y a atteinte à votre image. Pour la diffusion de l'image, le photographe vidéaste doit obtenir l'accord écrit avant diffusion de l'image, entre autres sur Internet. 3 critères. Sur quel support est diffusée l'image, dans quel objectif, pour quelle durée. Ces 3 critères doivent être précisés, doivent être mentionnés de façon spécifique, lisible, compréhensive sur le contrat, sur le document que vous allez signer. Donc si vous faites partie d'une association de parents d'élèves, si vous faites partie d'une association sportive,
peu importe, que d'ailleurs que vous soyez enfant ou adulte, mais là, on va s'intéresser principalement aux mineurs, eh bien, un accord écrit doit être signé et on doit retrouver ces 3 critères. Écoutez, il est 11h31, on est pas mal. Avez-vous des questions? Eh bien, je vous invite à les poser sur le chat que je suis en train de lire et je prendrai beaucoup de plaisir à y répondre. Alors, j'attends que les questions arrivent. A priori, tout le monde entendait bien. Je vois, il y a Thomas, Benjamin, Virginie en ligne, Guillaume aussi. Eh bien, écoutez, je suis disponible pour répondre à vos questions. Elles vont arriver, j'en suis sûr. Alors j'en profite un petit peu pour meubler. Si je pense à ça, je reviens sur ce que j'ai pu évoquer. Si vous avez le sentiment justement d'être victime, d'être harcelé, notamment sur les réseaux sociaux, je vous invite à ne pas répondre instantanément. Prenez vraiment le temps de la réflexion. Vous allez vous laisser emporter par vos émotions et vous-même, vous allez pouvoir être agressif. Alors, si vous devez vraiment répondre, si vous avez vraiment ce sentiment, répondez en message privé à votre interlocutrice, interlocuteur qui vous a agressé. Après, si c'est tout un groupe, ça sera pas forcément facile à vivre, donc vous ferez une réponse circonstanciée. Vous aurez pris le temps de répondre à la question après vous êtes posé. Je vous invite vraiment à la réflexion, à prendre du recul. Ne répondez pas tout de suite et faites-vous accompagner par celles et ceux qui vous aiment, qui seront proches, bien évidemment. Bon, mais écoutez, a priori, il n'y a pas de questions. Je vous remercie, Benjamin, pour votre commentaire sympathique et élogieux. Je vous invite à aller, je vous laisse encore quelques instants pour poser les éventuelles questions sur le sujet du webinaire, le digital à la mémoire longue. Allez, il est 34, on va dire jusqu'à 35. Je ne vois rien apparaître pour le moment. Donc, merci pour cette présentation. Merci Agnès. Virginie, comment faire pour supprimer certaines images parues sur nos enfants? Bonne question. Alors, pour répondre à cette question, Virginie, il y a différentes façons. Donc, on l'a vu, il y a de la façon légale, c'est-à-dire que par exemple, celle ou celui qui a publié des photos de nos enfants sur internet, on va lui envoyer un message ou on va lui passer un appel et puis on va lui demander, de retirer, l'image. On va situer le contexte. Généralement, ça suffit. Si toutefois la personne ne le fait pas, eh bien, dans ce cas-là, vous allez pouvoir saisir la CNIL, la Commission nationale informatique et liberté. Vous allez pouvoir aussi aller déposer plainte à la gendarmerie ou au commissariat le plus proche. Mais quand on en arrive là, on a déjà franchi des étapes. Normalement, un mail, un appel téléphonique à l'autrice, à l'auteur suffit largement. Si par contre, quand on googleise le prénom, le nom de votre enfant ou même de vous-même, hein, si vous êtes un ado, je vous invite d'ailleurs à faire l'essai. À taper votre prénom et votre nom sur Google, voir ce qu'il en ressort. Allez voir d'ailleurs dans Google Images, et puis allez voir sur la page de Google. À nouveau, si vous appelez Jean Dupont de Paris, ça va être un peu plus complexe. Et donc, si toutefois vous avez un contenu malveillant ou que vous regrettez qui apparaît sur la première page de Google, le principal moteur de recherche, eh bien, je vous invite à mettre un maximum de contenu vous concernant, notamment sur les réseaux sociaux, pour que l'actualité qui vous déplaît, qui vous nuit,
passe en seconde, en troisième page. Donc, je vous invite vraiment à aller sur les réseaux sociaux, Snapchat, Insta, Facebook, pour ne pas les nommer, à notifier un maximum de fois votre prénom et votre nom pour faire reculer l'information la plus déplaisante. Les enseignants sont-ils sensibilisés à ces problématiques de cyberharcèlement? Je sais qu'il y a des enseignants qui nous écoutent. Euh, Avez-vous suivi une formation en lien avec le sujet? Peut-être que oui, peut-être que non. On est très souvent sollicité sur ce sujet, notamment par des enseignants, et j'ai quand même le sentiment que, si vous ne faites pas, vous, les enseignants, la démarche vous-même de vous former, heu, j'ai un doute sur, l'investissement de l'éducation nationale sur ce sujet. Donc forcément, je vous invite à vous former sur le sujet et à minima à vous informer sur le sujet. Virginie est très en verve sur ces questions. Donc, et puis, je vous invite aussi à poser des questions aux profs de vos enfants, ou vous à poser la question à vos profs. Est-ce que vous avez suivi une formation au sujet notamment du cyberharcèlement? Eh bien, écoutez, je pense avoir répondu aux questions qui étaient posées. Combien de temps Google garde-t-il en mémoire nos informations? Merci M2I Formation. Eh bien, Google ne supprimera pas les informations. Alors maintenant, avec la loi RGPD, Réglementation générale de la protection des données, on a effectivement l'opportunité, depuis le 25 mai 2018, de demander à Google ou les autres, hein, Facebook et autres, de supprimer les recherches. Sachez qu'il y a tous les jours des centaines de milliers de demandes, des centaines de milliers de demandes, que les réseaux sociaux, que les sites internet, ne peuvent pas gérer. Il faudrait trop d'hommes, même s'ils recrutent beaucoup, évidemment, notamment pour contrer les fake news. Bref, Google garde en mémoire nos informations très longtemps, et si nous, on fait la démarche vis-à-vis de Google, des autres réseaux sociaux, des autres gros sites internet, du retrait, ça peut être très long. Je parle vraiment pour les gros. Après, si un site internet local, régional ou même national publie quelque chose qui vous déplaît, on est dans le cas de la RGPD, et vous pouvez demander à ce qu'il y ait une dépublication, surtout si vous n'avez pas donné l'autorisation. Après, je ne vais pas rentrer dans les détails, ça pourrait être un petit peu plus complexe. Mais Google garde en mémoire nos informations très longtemps. Raison de plus pour être vigilant sur son irréputation, premier sujet évoqué au début de la formation. Et écoutez, je ne vois pas d'autres commentaires apparaître. Si, si, même Virginie qui remercie pour les infos. Eh bien, je vous souhaite une belle continuation. Sachez que M2I Formation est là pour vous accompagner sur énormément de sujets. Je vous invite à aller sur le site de M2I Formation pour découvrir tous les sujets de formation en lien avec le sujet évoqué aujourd'hui, ou avec tout autre sujet. Je vous remercie toutes et tous de votre attention, de votre réactivité, et puis c'est bientôt l'heure du déjeuner, l'heure du déjeuner qui sera l'opportunité pour parler avec vos enfants et vos ados de ce sujet, le digital à mémoire longue. Je vous souhaite une excellente continuation, puis à très bientôt. Au revoir.